La Coupe du Monde de football, c'est dans 22 jours très précisément, du 12 juin au 13 juillet. Le monde entier aura les yeux rivés sur le Brésil. Il s'agit de l'événement sportif le plus universel, le plus médiatisé aussi. Mais ce soir, on ne refait pas le match. C'est la face sombre du ballon rond dont il est question dans 64 minutes. Et pourquoi pas des espoirs en la matière? Comment le football, ou est-il vraiment devenu la vitrine du capitalisme? Pourquoi ce sport, à la base pratiqué par des pauvres, brasse-t-il autant de milliards? Deux grands témoins ce soir sur TV5 Monde. Antoine Dumini, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes le co-auteur, vous avez en tout cas co-dirigé avec François Ruffin l'ouvrage qui s'intitule « Comment ils nous ont volé le football, la mondialisation racontée par le ballon ». C'est aux éditions Fakir. Pascal Boniface, bienvenue à vous également. Vous êtes directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous êtes notamment l'auteur de Géopolitique du sport. C'est votre dernier livre, c'est aux éditions Armand Collin. Et chez le même éditeur, il y a quelques années, vous aviez publié Football et mondialisation. Peut-être d'abord, tous les deux, avant de vous entendre sur le sujet précis du jour, et c'est peut-être d'ailleurs lié, on va le voir, c'est une réaction de votre part sur Pelé, l'ancienne gloire du football brésilien, qui après Scolari et après Michel Platini donne à son tour son avis sur les manifestations brésiliennes. On écoute. Il y a 6 ans, au moment des candidatures pour accueillir la Coupe du Monde, nous avons travaillé et notre dossier a gagné. Le président Lula était le chef de l'État à l'époque. C'était il y a 6 ans. Et si les manifestants ne voulaient pas de la Coupe du Monde au Brésil, c'est à l'époque qu'ils auraient dû protester. Et non pas attendre quelques jours avant que les stades soient livrés pour commencer à manifester. Pascal Boniface, votre réaction à ces propos de Pelé qui sont controversés? Oui, bien sûr, mais disons qu'il y a 6 ans, c'était il y a 6 ans, et maintenant, c'est une époque différente. Donc on ne peut pas dire que, puisqu'on n'a pas manifesté contre l'obtention de la Coupe du Monde il y a 6 ans, on ne peut pas le faire maintenant. Mais je crois qu'en même temps, les Brésiliens seront au rendez-vous, et finalement, la visibilité de la Coupe du Monde donne l'expression de faire des revendications politiques. Ça vient un peu démentir la thèse selon laquelle le football est l'opium du peuple. C'est au contraire la visibilité du football qui permet aux Brésiliens tout simplement qu'ils sont dans un moins bon état économique qu'il y a 6 ans. Il y a 6 ans, c'était l'ascension, c'était l'émergence. Aujourd'hui, la croissance est moindre. Et puis, on se rend compte qu'il y a quelques petits problèmes par rapport à l'utilisation de l'argent pour la Coupe du Monde. Et donc, les Brésiliens font entendre leurs revendications. Ils se servent finalement de la Coupe du Monde comme d'un levier de visibilité pour mieux se faire entendre. Antoine Dumini, Michel Platini, Pelé, Scolari, sélectionneur brésilien, ça vous choque de les entendre Oui, ça choque, ça commence à faire beaucoup. Venant de Pelé, moi ça m'étonne guère. Après tout, ça a été l'ambassadeur quand même du foot business pendant pas mal d'années, notamment via ses contrats avec Puma. Après, justement, c'est l'occasion parfaite pour les manifestants de se faire entendre. Avoir la Coupe du Monde et espérer un blocage un peu de la Coupe du Monde, ça peut être justement un tremplin pour accéder à des revendications. Et lorsqu'on voit que des stades vont être construits alors qu'il y a des investissements sûrement plus utiles pour le pays, moi, ça me paraît entièrement logique. Alors, Antoine Dumini, le football s'est transformé, puisque vous parliez de business, s'est transformé en business, en affaires. Il y a déjà bien longtemps, certains disent même en 1880, c'était en Grande-Bretagne. Votre livre raconte, lui, étape par étape, l'histoire économique de ce sport, à partir, disons-le, des années 60. C'est pour vous un tournant ? Alors nous, on va plutôt dater le début du foot business des années 70. Dans les années 60, on va plutôt être encore dans un football très lié à la politique. On va notamment la Coupe du Monde de 1966 qui va être un véritable révélateur au niveau politique d'un affrontement nord-sud. À une époque, on était en pleine décolonisation. La Coupe du Monde de 66 va être vraiment la World Cup des arbitres. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour que ce soit l'Europe qui gagne. L'Europe ne veut pas perdre sa fierté. Déjà qu'elle commence à perdre quelques territoires, il ne faut pas en plus perdre sa fierté. Donc on a aussi dans les années 60 le Real de Madrid qui va être notamment utilisé par Franco comme une ambassade itinérante à travers l'Europe afin de permettre à son régime d'avoir une meilleure image et avoir aussi de la part de son régime d'avoir un régime gagnant puisque son Real de Madrid avec notamment son attaquant Di Stefano va remporter 5 coupes d'Europe entre 1956 et 1960. Alors le grand basculement, nous on l'a surtout situé en 74 avec l'arrivée de João Havelange, donc un Brésilien à la tête de la FIFA. Alors quand il arrive, tout simplement, il va déclarer j'ai un sport à vendre, j'ai un produit à vendre, il s'appelle football. Alors directement, la première chose qu'il va s'empresser de faire, c'est signer un contrat avec Adidas et avec Coca-Cola. Alors je sais pas si vous avez vu d'ailleurs le dernier avion de la FIFA qui parcourt tous les territoires à travers le monde pour donner une belle image de la Coupe du Monde, etc. Mais c'est un avion où il est marqué en gros Coca-Cola.
Voilà, c'est... Pascal Boniface, sur cet aspect du football, de l'argent dans le football, du foot business, quel est votre avis ? Oui, c'est un constat, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent dans le football parce qu'il y a de plus en plus de retransmissions télévisées, il y a de plus en plus de spectateurs, de téléspectateurs, les stades sont de plus en plus pleins, il y a de plus en plus de canaux, de journalistes, de sponsors, et donc il y a un attrait des investisseurs, des sponsors et du public. C'est un peu mélangé, sinon les gens n'investiraient. Si ça n'intéressait pas les gens n'investiraient pas dans le football. Est-ce que ça change les règles ? Non, c'est vrai que finalement, la Coupe du Monde 66, comme vous le disiez, était certainement beaucoup plus sujette à caution que la Coupe. Je pense que les scandales qu'on a vus en 66 ou en d'autres époques ne seraient plus possibles, pas à cause de l'argent, à cause de la visibilité. C'est que l'arbitrage à domicile, le fait de blesser un joueur comme on a blessé Pelé à l'époque, ou Juste Fontaine, sans qu'il y ait de réaction, ceci ne serait pas possible. Donc il y a de plus en plus d'argent, c'est un constat. Ce qu'il faut, c'est réguler cela pour que, je pense qu'on ne pourra pas revenir au football d'avant où les gens circulaient en train de troisième classe et dormaient sur des couchettes en bois. Ça, c'est un peu terminé. Mais qui dit argent dit aussi Pascal Boniface, affaire de corruption. Vous avez cité la FIFA, qui est souvent la fédération internationale qui est critiquée. La corruption a existé avant cela. Vous savez, Copa, lorsqu'il jouait, et s'il faisait un mauvais match, dans les années, fin des années 50, début des années 60, je disais, trop payé, retourne à la mine, et Copa gagnait l'équivalent d'un salaire moyen, mais déjà à l'époque, on trouvait anormal d'être payé pour exercer le plaisir universel qui est de jouer au ballon. Donc, c'est pas parce qu'il y a argent qu'il y a forcément corruption. Je ne dis pas qu'il n'y a pas corruption. Il peut y avoir corruption. Mais c'est pas l'afflux d'argent qui crée cela. Ce qui est important, c'est que les règles du football restent essentielles, qu'il y ait toujours une incertitude. Et là, c'est vrai que l'incertitude existe plus pour les équipes nationales que pour les clubs. Parce que pour les équipes nationales, le PIB d'un pays ne fait pas dépendre la qualité du jeu. Le Brésil était une équipe qui remportait tout alors que c'était encore un pays très sous-développé. Et la première puissance mondiale économique, les États-Unis, n'ont pas des performances très fortes en football. Une réaction, Antoine? J'ajouterais juste au niveau de l'incertitude. Justement, en effet, l'argent a complètement gommé cette incertitude. Si on regarde au niveau de la Ligue des Champions, quels clubs participent chaque année, on a toujours les mêmes clubs. Arsenal, Chelsea, Real de Madrid, Bayern de Munich, etc. Et on a calculé, en fait, entre 2000 et sur la période 2000-2006, un club qui avait participé à la Ligue des Champions avait 83% de chances de se requalifier pour l'année suivante. Il y a un cercle vicieux, c'est que si vous faites la Ligue des Champions, vous avez des contrats télévisés qui vous apportent de l'argent, donc vous pouvez acheter des joueurs performants et donc vous requalifier pour cela. Exactement. Et il y a une sorte d'oligopole qui est en train de se constituer, avec des fois de temps en temps des surprises sympathiques ou des échecs qui parfois sont aussi sympathiques d'ailleurs quand le grand tombe, mais il y a eu une sorte de constitution d'un pool parce que auparavant il y avait un champion par nation, et là on a 3 ou 4, et l'Angleterre a 3 ou 4 équipes, l'Espagne. Alors j'aimerais vous montrer l'évolution des prix des plus gros transferts de l'histoire du football. Ça va de la fin du 19e siècle, il me semble. À l'époque, c'était 115 €. Il faut bien entendu remettre ce chiffre dans son contexte. On voit la manière dont ça grimpe. Gareth Bale, c'est ça, le dernier qui a 99 millions d'euros. Maradona à l'époque, c'était dans les années 85 millions d'euros. Tout de même, Pascal Boniface, j'insiste, aujourd'hui le sélectionneur du Brésil, Scolari, est mis en examen au Portugal pour fraude fiscale. Alors vous me direz, à l'époque, il n'y avait peut-être pas les mêmes outils pour détecter les fraudes fiscales, mais on a comme le sentiment que cet argent crée aussi l'affaire des paris truqués, l'affaire de l'évasion fiscale, des transferts mirobolants où l'on spécule carrément, on se demande si c'est vraiment la valeur des joueurs. Il y a des problèmes comme la multipropriété des joueurs dont vous parlez dans votre livre, qui posent des problèmes éthiques. Bon, qu'il y ait de la fraude fiscale, c'est pas le football. Disons que c'est sûr que quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes plus tenté par la fraude fiscale que vous êtes smicard. Et donc Scolari a dû faire de la fraude fiscale, mais ça n'a rien à voir. Si vous ne pouvez pas faire un lien entre fraude fiscale et football, sinon il faut supprimer les entreprises. Ce n'est pas le football, mais c'est l'argent dans le football qui est incriminé en fait. Non, c'est l'argent à ce moment-là, parce que effectivement les fraudeurs sont plutôt des gens fortunés, quel que soit leur métier, plutôt que des gens qui ont peu de revenus. Je veux dire, il faut se méfier si cela change les règles des compétitions, mais il ne faut pas non plus dire que l'argent, personne ne force quelqu'un à acheter un maillot très cher dans une boutique. Personne ne force à payer un abonnement pour regarder du football à la télévision. Personne ne force, il y a quand même un matraquage médiatique, et on va le voir au Brésil, qui incite quand même les enfants à demander aux parents, je veux le dernier maillot d'Ibrahimovic ou de... Oui, à ce moment-là, vous supprimez le Nutella
là, vous supprimez, etc. Il faut supprimer la publicité. Personne ne braque quelqu'un. Alors qu'il y a une pression, un environnement, mais c'est volontaire. Le football est un empire, mais c'est un empire qui s'est bâti de façon pacifique, contrairement aux autres empires. C'est-à-dire que les peuples conquis, ils l'ont été avec exubérance et dans la joie. On n'est pas venu imposer par les armes. Je pense qu'on peut faire vraiment un parallèle finalement entre comment évoluait le football et comment évoluait le monde de la finance. On a toujours l'impression de dire, on regarde le prix des transferts. Aujourd'hui, on se dit, oh là là, c'est incroyable, tout se pourrit, etc. Et pareil, quand on regarde les salaires dans le monde de la finance, on se dit, oh là là, c'est quand même incroyable. Comment ils peuvent avoir des salaires aussi mirobolants, des bonus aussi importants. Voilà, le parallèle finalement, c'est d'essayer de voir que tout ça s'est construit petit à petit par des lois, par des décrets, et par aussi des personnes. Mais il y a quand même une grande différence entre le football et le monde de la finance, c'est que dans le monde de la finance, ce sont les gens qui sont manettes qui fixent eux-mêmes leur salaire, alors que les footballeurs, c'est le président du club qui fixe le salaire et un footballeur ne crée pas des délocalisations. Un footballeur ne crée pas du chômage parce qu'il réfléchit sur un ratio de rentabilité à 3 mois et qu'il faut virer des gens pour être plus rentable. Donc il y a effectivement un parallèle entre la montée du capitalisme qui touche également le football et la mondialisation capitaliste touche également le football. Il y a quand même une différence, c'est que les footballeurs ne fixent pas eux-mêmes leur salaire, contrairement aux grands dirigeants des sociétés multinationales. Ils ont des agents qui les fixent pour eux, des agents parfois. Juste on va terminer peut-être ou bien par une note d'espoir ou bien par les propositions. Que proposez-vous, Antoine Dumini, pour que le monde du football soit moins sous la pression de l'argent ? Alors, il y aurait beaucoup de réformes. On parle souvent du modèle allemand, donc je vais prendre quelque chose qui a lieu en Allemagne. Uli Hoeneß, le patron du Bayern de Munich, a pris 3 ans et demi de prison pour évasion fiscale. Mais il y a peut-être des points positifs en Allemagne. Allez-y. Non, du tout. Justement, il y a une règle justement en Allemagne qui s'applique au club, qui est la règle des 50+1. C'est-à-dire qu'un investisseur étranger ne peut pas prendre plus de 50% de possession des parts d'un club. Alors du coup, ça évite par exemple qu'un oligarque russe soudainement débarqueront de nulle part et qui souhaite placer son argent pour des raisons X ou Y. Alors, en quelques mots, on est pris par le temps parce que le fair play financier n'est pas parfait, mais c'est un premier pas pour réguler un peu. Il y a eu beaucoup de dérégulation depuis quelques temps. Aller vers plus de régulation est une bonne chose. Pascal Boniface, amoureux du football et géopolitologue, merci à vous. Antoine Dumini, merci à vous.